Moi, je suis content en plus de venir à Naufle parce que je ne connais pas si bien que ça Naufle, mais je devrais parce que nous sommes originaires en fait plus ou moins de Naufle. Enfin, on a des anciens fin 18e, début du 19e qui étaient maçons et tuiliers à Naufle, qui s'appelait Bellost. Donc on est chez nous d'une certaine manière. On fait surtout une carrière de professeur à Paris, quoi. Donc, mais je continue à habiter dans la région et je prends mon train régulièrement pour aller à l'Institut national d'histoire de l'art en particulier. Alors Paris, Paris, j'y suis né, enfin finalement, et j'y ai vécu. Et Paris, quand on regarde ses toits, on voit qu'ils sont tout gris. Il y a des ardoises, certes, mais il y a aussi énormément de zinc. C'est une ville couverte en zinc. Il faut, pour les historiens que nous sommes, se rendre compte que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un Paris rouge, en quelque sorte, avec des tuiles. Et puis, les ardoises sur les monuments les plus prestigieux. Et puis donc il y a eu tout d'un coup cette expansion, cette invasion du zinc à partir des années 1830 seulement. C'est-à-dire c'est pas si ancien que ça. Et donc les toits de Paris se sont couverts de zinc et on ne peut pas imaginer Paris autrement qu'avec ces toits de Paris, les poètes, les cinéastes, tout ça. Non. Et donc je montre quelques images. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise il n'y a pas très très longtemps, de la gare Saint-Lazare. C'est la gare que j'aime beaucoup, où je vais donc régulièrement, et que j'ai eu la chance aussi de visiter par le haut, en quelque sorte, avec les élèves et le professeur de l'école d'architecture de Belleville. Donc une mer de toits gris, de zinc dans cette gare. Alors le zinc, il va se développer surtout à partir du début du 19e siècle. C'est un métal, donc il est fort connu depuis très très longtemps, mais il est extrait sous forme d'oxyde qu'on appelle la calamine, et les procédés chimiques et métallurgiques sont restés longtemps dispendieux, c'est-à-dire que le produit, comme beaucoup d'autres du reste, était rare. On en faisait des bijoux, des choses, des petits objets en Angleterre, en Inde. Il y a beaucoup d'objets qui ont été faits en zinc depuis fort longtemps. Et puis, au miracle, il y a eu un progrès qui a permis de produire du zinc industriellement à bien meilleur coût. Donc ça a créé, à partir du début du 19e, une expansion du zinc dans toutes sortes d'usages. On faisait des baignoires en zinc, vous avez dû voir ça dans des musées. Et puis, donc, on s'est mis à faire des toitures, et notamment des toitures à Paris. Alors ça, il en faut énormément, donc il faut en effet que le prix devienne acceptable en quelque sorte, donc il y a une industrialisation qui accompagne cette production. Et donc s'est développée la toiture en zinc. Paris est une des villes au monde la plus couverte en zinc. Il y en a à Berlin aussi, mais il y a beaucoup de villes. Par exemple, si on va à Venise, il n'y a pas de zinc, il y a du cuivre. Je veux dire, c'est vrai. Paris, on peut dire, c'est la capitale de la toiture en zinc, avec des procédés qui ont évolué au niveau de la couverture. Il y a le fameux tasseau qui permet de rompre un peu la monotonie de la surface de zinc. On le voit en bas. Donc, les architectes, donc, ils ont joué un rôle tout à fait majeur dans le 19e siècle, à partir des années 30 et surtout sous le Second Empire. Ils ont fait en sorte que le zinc s'anoblisse en quelque sorte et
il y a une esthétique du zinc à partir d'une utilisation qui était plutôt industrielle et qui, enfin, utilitaire. On est passé à un produit beaucoup plus noble, avec donc un travail esthétique et d'ornementation, donc qui va se traduire en effet par ces fameux tasseaux qui ont l'avantage de rompre cette monotonie, cette platitude, disons, et donc d'offrir, comme je viens de le dire, la possibilité aux architectes. Alors bon, je passe très vite là-dessus. Au début du XIXe siècle, il y a un certain nombre de textes qui nous évoquent le fait qu'il y a un développement du zinc, on est dans les années 20, et il y a quelques endroits qui sont couverts, qui sont donc cités dans ce texte. Alors je passe très vite, hein, les docks à Londres et à Liverpool, donc on voit ce côté très industriel, les docks des navires de guerre à Amsterdam, Rotterdam et Flessingue aux Pays-Bas, le théâtre de Bruxelles, et puis il y a aussi les prisons de Saint-Lô, celle de Cherbourg et la préfecture de Rouen. Alors la préfecture de Rouen, j'aimerais bien qu'on en sache un jour un peu plus, parce que c'est un des tout premiers ouvrage couvert en zinc en France dans les années 20. Et puis à Paris, donc il y a un certain nombre de choses. Donc il y a la chapelle du cimetière du Père-Lachaise, le théâtre des Nouveautés, le Panorama, donc des théâtres. Et puis bon, un grand nombre de maisons particulières en comble et en terrasse, dont on a à peu près rien retrouvé, hein, je veux dire, parce qu'avec ce dédain relatif porté sur le zinc, on n'a pas trop encore retrouvé. Alors, en 1836, qui est un moment où ça monte en puissance, on a ce document, donc la construction et le prix des couvertures en zinc sont beaucoup des ingénieurs du génie qui font des études, parce que donc on voit Mémorial du génie, hein, avec un très grand ingénieur qui s'appelait Poncelet, et donc on voit les lieux de fabrication en 1836 et on voit apparaître le général d'Arlincourt à Tresville, près Gisors, en tête de liste, hein, général d'Arlincourt. Bon, il y a aussi Romilly, bon, je passe parce que on pourrait parler de Romilly, qui est une des premières, en effet, usines faisant du cuivre jusqu'alors à se mettre aussi au zinc. Alors, théâtre de Nouveautés, je le montre. Et puis, cette fameuse chapelle du Père-Lachaise. Il y a encore beaucoup de petites chapelles mortuaires en zinc au Père-Lachaise, hein, qui datent peut-être des débuts. Hein. Une chose qui est très intéressante aussi à envisager d'étudier, ce sont les plombiers zingueurs. C'est ce métier qui apparaît à ce moment-là et qui va donc travailler le zinc. Bon, on les connaît parfaitement maintenant, mais il faut imaginer que c'est un métier nouveau. Et donc il y a un monsieur averti là, qui habite pas loin de la gare Saint-Lazare, justement. Alors on voit tout ce qu'il fait, médaille de bronze aux expositions en 1827, ça vous donne un peu la chronologie. Il fait des terrasses, des bassins, des auvents, des gouttières, et puis il a fait ainsi ce dont on peut se convaincre en les voyant fonctionner chez lui, ce sont des fabriques de garde-robe, c'est-à-dire de WC. Hein. Donc ces appareils sont établis à des prix modérés. Donc on voit cet usage très étendu du zinc. C'est appliqué les emplois les plus multiples. Je continue. Puis aux archives, j'avais retrouvé ce document qui est une pub, hein, où il dit tout ce qu'il fabrique, hein, pour toiture, terrasse, etc., fêtage. Alors, il faudrait le connaître davantage, savoir où il se fournissait. Il y a une image sur le Bob qui est très intéressant aussi. C'est un peu, en même temps, il est élu. Il est plus connu comme politique
comme entrepreneur, plombier et inventeur. Donc il y en a un certain nombre à Paris de ces plombiers zingueurs qui arrivent à ce moment-là et qui vont jouer un rôle majeur dans la diffusion de ce nouveau matériau. Il faut des spécialistes. Alors l'un d'entre eux, Monsieur Gardissa, fait un manuel du zingueur et de l'art de couvrir, et il fait la promotion d'une entreprise que je n'ai pas citée jusqu'alors, mais qui est fondamentale, qui est la Société de la Vieille Montagne, à côté de Liège, hein, qui a une sorte de monopole sur l'extraction du zinc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'extension du zinc si on ne va pas à Liège ou dans les environs, entre Liège et Aix-la-Chapelle, sur ce site de la Vieille Montagne. C'est une société à capitaux belges, certes, mais aussi de capitaux parisiens, et même des capitaux parisiens souvent majoritaires. Parmi les actionnaires majeurs des années 1850-1860, il y a les frères Pereire, qui sont des grands entrepreneurs parisiens et des grands lotisseurs aussi, qui font tous les quartiers, tout le 17e arrondissement. Ce sont les frères Pereire. Donc on comprend la connexion, et donc il y a cette promotion du zinc, avec donc ici quelque chose qui est intéressant. Donc ils avaient fait rue Richer une exposition permanente de tous les produits de l'industrie du zinc. L'entrée de ces salles est publique. On trouve les meilleurs modèles de couverture, d'ornementation, tous les renseignements. Donc on voit le fabricant qui fait la promotion de son matériau, notamment auprès des architectes. Donc ça marche comme ça. Et la fameuse Société de la Vieille Montagne, qui est très forte en publicité, en faire connaître. Il fait la promotion de ce matériau qui, pour les raisons susdites, a besoin vraiment d'être promu. Et donc il y a tout un album photo de dessin, d'un grand dessinateur peintre qui s'appelle Adolphe Maugendre, qui est normand d'ailleurs, qui en fait des tas d'autres par ailleurs. C'est un peu son boulot avant la photo justement. Et il fait un album qui représente une usine à zinc, dont le modèle est Brélu, dont je ne parlerai pas, mais qui fait partie, disons, de cet ensemble qui nous intéresse. Moi, je vais me concentrer sur là où nous sommes. Hein. Alors, les images sont vraiment intéressantes pour comprendre comment ça fonctionne, un laminoir de zinc. Donc, vous voyez cet intérieur. Notez en passant les fenêtres, on disait à cette époque-là, de forme ogivale, hein, et puis un laminoir, qui est quelque chose de simple, avec pas grand monde quand même à l'intérieur. Et donc, il faut imaginer que le zinc est extrait sous forme de calamine, principalement à la Vieille Montagne, mais il y a aussi en Silésie, dans d'autres endroits, envoyé en lingots sur les centres de laminage, laminé, et ensuite expédié vers les centres de fabrication dans des tonneaux. On a regardé ça avec Jean-Michel. Hein. Donc il y a tout le problème de l'emballage, du transport. C'est en soi une sorte de barrique de zinc. C'est en soi tout un sujet. Alors il y a un monsieur qui est très important dans la naissance du zinc avant les Pereire. C'est monsieur Mosselmann, Frédéric Dominique Mosselmann, qui est né à Bruxelles, mais qui va être, vous voyez, il meurt à Paris en 1840, et il est extrêmement riche, et il va racheter la Vieille Montagne, qui existe déjà, la Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne, en 1813. Et comme il est installé à Paris, c'est lui qui va être l'agent un peu de cette propagation, cette extension en France. Mosselmann est très intéressant à différents points de vue. Sa fille, qui est la maîtresse de Morny, qui est le demi-frère de Napoléon III, donc il est très bien introduit, très riche, tout ce qu'il faut, et il va, lui et son fils,
faire beaucoup de choses pour pouvoir promouvoir cette entreprise. Le fils surtout, c'est un collectionneur exceptionnel de peintures par ailleurs, donc il y a beaucoup au Louvre et ailleurs ces peintures. Enfin, alors, le début du laminage de zinc en France, après les histoires de la vieille montagne et un peu en Angleterre, c'est dans la Manche, à Valcanville. Et donc, sur les bords un peu de la mer, et avec des possibilités de transport par Rotterdam, on a fait arriver ce zinc de la vieille montagne, la mine noire de Valcanville. Et puis, ça arrive en région, enfin, pas trop loin de Paris, dans notre département, dès le début des années 20, en 1821, avec quelqu'un qui est régent de la Banque de France par ailleurs, qui s'appelle le baron Saillat, qui est un industriel, qui est très établi dans les Ardennes, et il crée un laminage à Rugles, dans le sud du département, grande région de laiton et tout, avec les épingles de l'Aigle et de Rugles. Donc c'est son usine. On la voit sur des cartes postales, elle s'appelle l'usine des fourneaux à Rugles. Donc on pourrait croire que c'est un fourneau. Non, c'est un laminoir de zinc. C'est un type d'architecture qu'on va retrouver dans nos usines. Donc, voilà. Alors arrive tout d'un coup le général baron d'Arlincourt, dont on a vu qu'il était à Tierceville tout à l'heure. Alors c'est le héros un peu du jour, de la deuxième partie de mon propos. Il y a le zinc et ensuite le baron. Baron d'Arlincourt, c'est quelqu'un qui va se passionner pour le zinc, qui est un baron d'Empire, qui est un général napoléonien, mis à la retraite en 1815 ou 16, et qui va se reconvertir en industriel. Il n'est pas le seul, il y a Marshal Marmont, par exemple, enfin ils sont assez nombreux, ils ont accumulé un peu d'argent et tout, et ils investissent dans l'industrie et ils sont souvent assez audacieux en quelque sorte. Alors ce général baron d'Arlincourt, il prend un brevet en 1836 pour rendre le zinc inoxydable. Donc il faudrait voir exactement. Moi, je suis sûr qu'il s'intéresse techniquement à la question, et pas seulement financièrement, même s'il est entouré, en effet, de gens qui, sans doute, venaient de l'entourage de Mosselmann. Alors voilà le brevet d'invention. Donc depuis quelques années, le zinc, qui autrefois ne servait guère qu'à la fabrication du laiton, très important bien sûr, a reçu, j'en ai pas parlé, mais l'alliage étain zinc était beaucoup plus utilisé que le zinc pur. Même les Anglais, dans le London Journal, The Baron d'Arlincourt of Gisors for a process for rendering zinc inoxydable. Donc il est quand même assez connu. Hein. À l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, il y a le brevet. On comprend plus ou moins comment ça fonctionne. Je passe, hein, mais on dit, dans les textes publiés, on dit que c'est un secret, mais le brevet quand même permet de comprendre à peu près comment ça fonctionne. Et c'est le général baron d'Arlincourt en personne qui signe le brevet. Hein. Alors, qui est ce monsieur ? 1787-1854. Il est le fils d'un fermier général qui a été guillotiné en 1794, famille très très riche, mais ruinée par la Révolution. Et en fait, il va faire les guerres impériales et Napoléon va lui rendre une partie de la fortune confisquée de son père, ainsi qu'à ses frères et sœurs. Il épouse une famille de militaires aussi, Antoine, et puis ensuite, en 1935, une dénommée Henriette Barbe-Gosselin. Elle décède en 1821. Il va commencer à s'intéresser au zinc dans les années 1825-26. Moi, je pense qu'il y a une cause un peu... Enfin, il y a peut-être un rapport entre ces événements familiaux, personnels, et le fait qu'il
qui s'intéresse à l'industrie. Alors, juste garde d'honneur de l'Empire, écuyer de la Grande-Duchesse de Berg. Ensuite, il est commandant de la gendarmerie de la garde à Moscou et colonel des cuirassiers en 1813. Colonel des cuirassiers, c'est du lourd, si j'ose dire, parce que c'est les charges napoléoniennes. Il faut être balèze. Hein. Vous avez qu'à regarder le tableau de Géricault, le cuirassier blessé, qui est justement de 1813. Quand on est dans la cavalerie, sous le Premier Empire, c'est très physique, disons, c'est très... Enfin, bon, vous avez compris. Venons-en maintenant alors à ce que l'érudition, et notamment le travail dans les notaires, qui est absolument fondamental lorsqu'on est un historien, en particulier un cahier des charges d'enchères pour parvenir aux ventes des biens qui avaient appartenu au baron et qui nous énumère les différentes usines et, mieux que ça, nous donne des descriptifs à cette époque-là de ce qu'elles étaient. Alors, en fait, il avait 4 usines dans le coin. À partir de 1827, il a fait les achats petit à petit, mais assez vite quand même, enfin l'un après l'autre, entre 1827 et 1832. Il y en a 4, droit de cour, 2 à Tierceville, hein, Sainte-Marie et la côte de Tierceville, et l'usine peut-être la plus connue, encore que le droit de cour est assez connu, c'est Série-Fontaine. Donc c'est l'usine de Série-Fontaine, dont il est le créateur pour passer en non ferreux. Avant, il y avait des moulins à blé, il y a des choses comme ça, mais l'industrie des non ferreux s'implante, et donc celle du zinc à Série-Fontaine autour de 1830, 32, je ne sais plus exactement, je confonds un peu toutes les dates. Alors, dans ces actes notariés, on a la vente de ces biens, 4 usines à zinc, et aussi le Grand Bois de Saint-Père, donc juste pas très loin. Alors arrive à ce moment-là un personnage vraiment que j'ai été emballé de le découvrir. Il ne faut pas que je ne le connaissais pas trop, parce qu'il était dans l'ombre et je les ai confondus. Il y a le baron d'Arlincourt, le général d'Empire, sérieux, du lourd. Et puis il y a le vicomte qui est son frère cadet, donc Charles Victor, à peine plus jeune que lui, hein, qui est un personnage vraiment étonnant, puisque c'est un écrivain célèbre. Un écrivain célèbre qui va être le plus grand écrivain de son temps, à faire des romans complètement oubliés, qui faisait qu'on l'appelait le prince des romantiques. C'est son roman très important, vendu avec 7 éditions successives en 1821, s'appelle Le Solitaire, et ça se passe dans le coin, mais médiéval. Et donc ce baron, ce vicomte d'Arlincourt va être... alors, on le compare dans les notices ultérieures, nécrologiques et autres, soit à Victor Hugo, soit à Chateaubriand. Il ressemble à Chateaubriand. Ben oui, on est dans le romantisme absolu, donc c'est pas un hasard, quoi. Il ressemble moins ici. C'est une miniature d'Isabelle, hein, qui est un très grand peintre, hein, qui a un très grand portraituriste, qui est un peintre très proche de Joséphine. Donc on le voit ici, donc en 1824. Et il achète le château de Saint-Père en 1816. Avec les biens qu'il a récupérés de son père, comme j'ai dit, fermier général, il achète le château de Saint-Père, qui est un château qui avait 200 ans à ce moment-là, hein, donc Henri IV, tout ça, et qui va transformer en quelque chose d'incroyable.
Alors, je lis, hein. Il existe pourtant d'heureux contrastes. Ce château de Saint-Père est encore debout et les campagnes qu'il domine semblent un nouvel Éden. À peine avez-vous quitté cette Gisors si renommée dans nos annales, hein, qu'un paysage immense, varié, s'offre à vos regards surpris. Vous vous croyez transporté dans le pays des enchantements et votre admiration s'accroît à chaque pas en voyant réaliser tout ce que les poètes et les romanciers ont coutume de tirer les trésors de leur imagination. Saint-Père fixera toujours l'attention du voyageur curieux, et d'ailleurs les souvenirs qu'évoque la présence de l'auteur du Solitaire et d'Ismali ne suffiraient-elles pas pour animer ces lieux. Le Solitaire, cette édition, je l'ai lu, enfin pas en entier. Mais bon, c'est très démodé, hein, c'est très très démodé. Et voilà l'Océan qui m'a passé cette gravure. C'est le château de Saint-Père tel qu'il était dans ses faces. La duchesse du Berry est venue, ils ont fait quelque chose de vraiment monumental, magnifique, et qui a été détruit dans les années 1860, je ne sais pas exactement, ça c'est le cadastre, et maintenant c'est la Bonde. Alors, il y a tous les dépendances qui sont en fait des restes du château de Saint-Père. Alors, si vous voulez, le vicomte, il gagne beaucoup d'argent comme écrivain, et quand son frère va avoir quelques difficultés avec ses usines, il va lui racheter. Il est assez... Et alors, donc on voit que le lien entre les deux frères, apparemment, ils étaient assez proches. Si le baron vient dans le coin, c'est parce que le frère est déjà là depuis 1816, le vicomte, au château de Saint-Père. Il a des idées d'industrie, il est parisien, il voit que, bon... peut faire des choses, il est entreprenant et tout. Donc il investit, son frère l'aide un peu, puis son frère va surtout l'aider beaucoup lorsqu'il va avoir quelques difficultés autour de 1840, assez vite somme toute. Donc ça va rester dans la famille d'Arlincourt, bon, c'est une histoire ultérieure, mais petit à petit, les usines vont cesser ou être prises par la vieille montagne. Donc, l'histoire d'Arlincourt, c'est une espèce de parenthèse étonnante de création d'entreprises réellement, de grandes fêtes à Saint-Père. Je termine par une petite visite de nos 4 sites. Alors, on a fait une très jolie balade avec Jean-Michel et avec Jérôme au mois de... je ne sais plus, une par une des 4 sites pour essayer de voir un peu ce qui restait. Donc, en gros, pour aller vite, il y a 2 sites sur lesquels on peut dire des choses, c'est Série-Fontaine et Droite-Cour, et les 2 sites de Tierceville, c'est un peu plus... c'est soit 0, soit à peu près 0. Donc, alors, l'usine de Droite-Cour, elle a été reprise autour de 1900 par... Kriegenstein, qui est un fabricant très connu de pianos, qui donc a fait perdurer le site. Hein, le site donc, alors, avant tout, un site hydraulique, et on y vient sur ce plan, c'est-à-dire que l'intérêt de ces sites, c'est d'avoir une force hydraulique disponible. C'est ça qui fait qu'on les utilise pour faire du moulin à blé, du textile, que sais-je, et donc, à un moment donné, des métaux. On a une bonne description de Droite-Cour. On a des photos, le site hydraulique, et une description et des lieux qui restent. On a un petit peu regardé ça avec Jérôme l'autre jour, mais on a le sentiment qu'on peut faire de l'archéologie industrielle un peu plus aboutie, en quelque sorte. Alors, juste... dans la description de 1841, on voit qu'il y a quand même... Bon, certes, un laminoir, ça n'est pas qu'un laminoir. C'est des choses autour, des maisons d'habitation, des annexes en quelque sorte. Et on voit que là, il y a 2 laminoirs, hein, une maison d'habitation, une étable à porc, une écurie, une chartrerie, un four et une fonderie pour
fondre les lingots de zinc avant de les passer au laminoir, séparés par un cours d'eau, un moulin à blé qui subsiste encore à ce moment-là, qui est une petite maison située de l'autre côté du chemin du vieux moulin. C'est-à-dire qu'on a un descriptif, et après c'est beaucoup plus précis, mais je passe, hein, et qu'on peut imaginer, bon, voilà un document, enfin c'est la fiche d'adjudication, donc on décrit tout. Hein. Le premier laminoir sur la rive gauche du cours d'eau, dont la chute est de 90 chevaux, et la force de 80 est située près de la maison ci-dessus désignée, et construite en pan de bois, sur socle en pierre et briques et couvert en zinc. Bah, évidemment, en zinc. Il a entré par une porte pleine, surmontée d'un linteau vitré, et il est carré et en forme de pavillon. La façade du côté de la maison est d'environ 18 mètres, percée de 2 portes cintrées à 2 battants, 2 croisées cintrées et vitrées. La façade verre et rani est d'environ 18 mètres, etc., etc., four et fonderie, etc. Alors, les photos prises le jour où on a fait la visite, on avait repéré quand même qu'il y avait des choses qui nous intriguaient, hein, avec des soubassements. À part, je ne l'ai pas mise, mais l'entreprise, enfin la fabrique Kriegenstein de pianos, dans les annexes, là, en Bordeaux, on a reniflé l'ancien laminoir. Mais on se trompe peut-être, hein. Et en plus, il y a à l'intérieur des charpentes, enfin de la charpenterie en bois et pas en métal. Donc on est probablement dans des choses un peu cintrées, on est probablement dans un bâtiment qui a été réutilisé, mais qui peut très bien faire partie de ce premier laminoir, hein, qu'on voit ici. Donc je passe les photos. Je dois dire, avec une simple image, que le descriptif aussi nous explique, nous fait comprendre que le moteur hydraulique qui est utilisé dans ces usines, c'est ce qu'on appelle une roue de côté. Alors ça paraît tout bête, les roues, roues. Les roues, c'est un objet technique qui évolue énormément, qui s'améliore énormément. Et lorsqu'on est dans les années 1820, arrive justement cette fameuse roue de côté qui remplace en quelque sorte la roue de dessus ou la roue de dessous, qui exige une vanne plongeante et qui est beaucoup plus sophistiquée que des roues anciennes, qui fait gagner de l'énergie, on en reparlera, mais on arrive à au lieu d'avoir 20%, on arrive à 50%, donc on gagne, on n'est pas encore avec la sache bien, mais c'est quand même une amélioration assez considérable de rendement, et ça arrive dans les années 20. Et visiblement, les vestiges qui restent des vannages, de l'aménagement hydraulique, derrière tout ça, il y a de l'aménagement hydraulique. Dans les plans, on le voit, ça nécessitera, on y reviendra peut-être, ça nécessiterait d'en parler beaucoup, donc dérivation, canal d'amener, chute, c'est un aménagement hydraulique. Il y a un réservoir, il y a de la force, de l'énergie hydraulique potentielle qui explique fondamentalement l'existence de ces industries sur la vallée de l'Eppe comme sur la vallée de l'Andelle, à côté de la proximité de Paris. C'est de l'énergie qu'on vient chercher. Alors, je continue pour aller vers la fin. L'usine de Sainte-Marie, plus en amont, la voilà. Donc là, on voit très bien l'aménagement hydraulique, hein, qui est nécessaire, avec un déversoir, plusieurs bras, etc. Bon, c'est très clair, et en même temps, ça nécessite un peu de temps pour comprendre. En gros, ce qu'il faut, c'est avoir de la chute, parce que la chute d'eau et le réservoir énergétique, ce qu'on appelle l'énergie potentielle quand elle chute, et on la transforme en énergie motrice, les énergies cinétiques. Donc la roue, c'est un transformateur d'énergie potentielle en énergie cinétique. Et donc, lorsqu'on a une machine ou quelque chose, on entraîne cette machine grâce à la chute d'eau. Donc tout le travail, qui est un travail
d'ingénieurs, il faut bien dire, consiste à penser l'aménagement hydraulique pour récupérer le maximum d'énergie et d'avoir un moteur le plus performant possible, c'est-à-dire une roue la plus moderne qui soit. Et les roues, je répète, elles évoluent. Et là, on est en plein dans l'histoire de la roue de côté. La roue de côté qui est très très important. C'est aussi important, à mon avis, que la machine à vapeur dans les années 20, l'arrivée de la roue côté. Parce qu'en France, contrairement à l'Angleterre, on a utilisé l'énergie hydraulique à fond. À fond, à fond. L'énergie à vapeur est venue plus tardivement. Donc le modèle de révolution industrielle tel qu'il est décrit pour l'Angleterre, donc fondé sur la machine à vapeur, n'est pas vraiment calcable pour la France, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une révolution industrielle à peu près quasi contemporaine de celle de l'Angleterre, légèrement décalée, mais fondée sur l'énergie hydraulique. Et un petit peu la machine à vapeur, mais la machine à vapeur va venir plus tard. Les ce sont des machines d'appoint. On est sur l'hydraulique. Il y a 500 sites dans l'Eure, je crois, enfin je ne sais plus le chiffre, mais c'est le département le plus hydraulique, le département le plus moderne en hydraulique, avec la plus grosse force. On bat la Seine-Maritime. Donc, il y a un peu de tout dans l'Eure, jusque dans le sud. Là, on est au-dessus de la Seine, mais sur l'Avre, sur la Charentonne, enfin, Liton fondamental. Alors, la côte de Tierceville, on aimerait bien y aller. On a fait demi-tour un peu parce qu'on ne savait pas et tout. Parce que c'est un peu grillagé. Donc c'est le château Saussat. Il y a des mariages très somptueux, mais de ce fait c'est un peu fermé. Puis on ne savait pas vraiment qu'on était sur la côte de... Enfin si, Jérôme le savait, la côte de Tierceville, c'est-à-dire le premier des sites créé en 1827 par un banquier parisien qui s'appelait Goupil. Ça lui fera peut-être plaisir de savoir qu'initialement il y avait un banquier très rigolo, par ailleurs. Alors, c'était 3 mars 23, c'est peut-être ce jour-là. Oui, puisque c'est toi qui as pris la photo. Donc, Céry-Fontaine, on arrive à la fin. Donc, Céry-Fontaine, un lieu absolument extraordinaire, l'usine Tréfimétaux en effet, donc qui fait partie de ce groupe, le plus en amont, que je ne me trompe pas, et qui, en fait, a une histoire ultérieure. C'est que, en fait, c'est une usine à zinc, qui passe ensuite au cuivre, comme vous le savez sans doute, cuivre-laiton, et à partir des années 1850, au moment où le zinc est dans notre coin. Et c'est repris par le cuivre, et il y a donc une famille d'entrepreneurs qui s'appelle les Roland, qui sont des Parisiens marchands de métaux, et qui s'associent en 1800. Enfin, c'était leur employé en 1860 et quelques, avec un personnage très très haut en couleur qui s'appelle Pierre-Eugène Secrétan, qui est originaire de Haute-Saône. Et ils vont reprendre l'usine de Céry-Fontaine, et finalement Secrétan va, après la mort de Roland, en devenir le patron, et le propriétaire avec des banquiers en 1867. Il va faire une fortune absolument énorme, faramineuse, dans les années 1870, avec les cartouches métalliques. On est après la guerre de 70, et on passe de la cartouche en papier à la cartouche en laiton, il est le seul fournisseur. De moins que rien, il passe à une fortune absolument gigantesque. Il a une collection de tableaux avec des Géricault, des Delacroix, enfin un truc absolument étonnant. Il déménage à Paris, un hôtel particulier, tout ça. Et alors, en 1875, alors qu'il est en pleine croissance, avec ses cartouches, il fait un don à l'Union franco-américaine pour la construction de la Statue de la Liberté. Et en fait, le cuivre de la Statue de la Liberté, en tout cas du bras et de la torche, c'est à peu près, enfin c'est sûr, vient de Céry-Fontaine. Parce que
Secrétan l'a donné. La robe, elle est construite à partir de 1880, c'est-à-dire le corps. D'abord, ce bras et sa torche va être exposé à Philadelphie, puis à New York, au Madison Square, dans les années 70. Ça revient en France, on finit la statue, et elle va finalement être inaugurée à New York en 1885, avec à l'intérieur un pylône construit par Gustave Eiffel. Donc si vous voulez, moi ça m'amuse beaucoup parce que travaillant sur Gustave Eiffel et sur Secrétan, la Statue de la Liberté, il y a mes deux héros, entre guillemets, qui se sont associés pour construire la Statue de la Liberté. Formidable cette histoire de Sérifontaine. La fin de Secrétan est formidable aussi, si j'ose dire. C'est qu'en 1889, il fait une énorme faillite. C'est le krach du cuivre, mais quelque chose d'énorme, hein, je veux dire, qui mériterait... dans les textes de l'époque, ou un peu après, on dit qu'il mériterait d'être un personnage de Zola. Hein. Une faillite fantastique qui provoque des suicides, des banquiers qui font faillite, enfin quelque chose de monumental. On est en 89, au moment de l'exposition de 89. Sa collection de peintures exceptionnelle est vendue pour ça. Et M. Secrétan, lui, il s'en sort et il refait une usine qui va être l'usine de Dives, pour ceux qui l'ont peut-être connu, à côté d'Oulgat et de Cabourg, hein, qui a été démoli il y a quelque temps. Donc, et puis il meurt dans les années 90, 1900. Donc il est absolument étonnant. Et il y a un buste de Secrétan fait par Bartholdi, donc Monsieur Statue de la Liberté, qui a été longtemps dans les laboratoires de Sérifontaine, sauvé par le directeur à l'époque de cet endroit, parti ensuite au siège de Tréfi-Métaux, et depuis, je ne sais pas où elle est. Mais en tout cas, donc on dit qu'elle était à Paris. Il était à Paris, ce buste fait par Bartholdi de M. Secrétan. Et maintenant, alors j'essaye de le retrouver. Il s'appelait Jean-Marie Velter, je crois. Peut-être certains d'entre vous l'ont connu. Le directeur du laboratoire de Tréfi-Métaux, qui s'était passionné pour cette histoire. C'est lui le premier. Alors, et ça sera un peu ma conclusion, je vais faire des analyses au laboratoire de Tréfi-Métaux, à Sérifontaine, de bout de la Statue de la Liberté. Et il a constaté que le cuivre du bras et de la torche n'avait pas la même teneur que celui de la robe. Et celui du bras et de la torche, on est sûr qu'il vient de Sérifontaine. Donc celui de la robe, on en est moins sûr, puisqu'il est en tout cas différent. Mais bon, le cuivre, en fait, il venait de minerais, donc c'était je ne l'ai pas dit peut-être, mais c'est du cuivre américain, des Grands Lacs qui étaient travaillés dans les années 70 à Sérifontaine. Puis après, bon, peut-être en Norvège, peut-être en Espagne, enfin on ne sait pas, c'est moins clair. Mais on est sûr par un texte cette fois-ci, parce qu'il a donné le cuivre très gentiment à l'Union franco-américaine, M. Secrétan, et comme il n'avait que Sérifontaine, ça ne pouvait venir que de Sérifontaine. Voilà, alors je termine sur 3 images. Bon, d'abord, Sérifontaine, juste en passant, reprise en 57, enfin dans les années 57 par Roland, au moment où ça bascule dans le cuivre. Alors, photo, Jérôme, on a malheureusement détruit ce bâtiment qui est à peu près sûrement, il ressemble à Valcanville et à d'autres, le laminoir des années 30. Hein. Malheureusement détruit. Donc, une autre photo. C'était ce laminoir, quand même le laminoir de la Statue de la Liberté. C'est un peu crétin, quoi. Alors je finis sur quelques images pour évoquer. Là, c'est les quatre usines fondamentales, les 4 usines du départ. Ensuite, il va y en avoir d'autres. Et ça fera peut-être un deuxième chapitre, je ne sais quand.
Et il y en a d'autres, enfin il y en a une quasi contemporaine qui est extrêmement intéressante, qui est l'usine de Dangu. Hein. Alors on est de l'autre côté de Gisors. Et puis 2 usines sur la Lévrière, qui sont les usines de Saint-Père, et une à Saint-Denis-le-Fermont, l'usine d'un monsieur qui s'appelait Delmas, qui devait se trouver à la pisciculture, sauf erreur. Hein. Alors sur l'usine de Saint-Père, eh ben, on retrouve le même type de bâtiment, alors toujours existant, que l'histoire de Série-Fontaine. Hein. Donc, bon, on l'a visité, on était content de constater qu'un des frères Wetzel, qui a racheté ça, s'intéresse au bâtiment et que bon, il envisage de le mettre en valeur. Hein. Il fait des mariages, des choses comme ça. Et il y a un très beau réseau hydraulique, donc il y a toute une histoire d'aménagement de la Lévrière derrière tout ça. Donc je connais un peu mieux l'histoire maintenant de Saint-Père, des descriptifs et autres, mais il faut savoir s'arrêter. Donc voilà l'intérieur. Et puis je termine sur 2 images de Dangu, hein, pas loin d'ici. Donc là, il reste quand même ces fameuses fenêtres ogivales et une toiture en zinc. Hein. Donc on a vraiment conservé là. Alors la photo est ancienne, hein, je ne sais pas où ça en est, mais apparemment ça reste toujours. On a conservé un magnifique vestige de ces petites usines qui ont fait la gloire de là où nous sommes, dans une période pas très longue, mais suffisamment. Donc on va retrouver la production à Paris, et puis bon, ben, ça nous permet de parler des 2 frères d'Arlincourt qui sont quand même des originaux sympathiques. Voilà.